Au cours de son histoire, Rémelfin, paisible village mosellan, a changé maintes fois de camp. Ce qui en affectera sa culture, sa langue, sa vie. En voyant les enfants jouer dans une carrière de sable, le travail des champs, les projets d'avenir, la construction d'une maison, rien ne laissait présager du bouleversement qui se préparait à quelques pas de la frontière. Le 19e siècle engagera encore une fois ses habitants dans les aléas de la guerre, ballottés au gré des vicissitudes des combats et de nos dirigeants. D'abord la Prusse, puis la France, à nouveau. Donc en 39, c'est-à-dire vers 39, j'avais 13 ans, c'est l'âge que j'avais quand on est entré en guerre. Et donc j'ai vécu la guerre, avant-guerre, c'était la vie avec mes copains, etc. On vivait dans l'insouciance, en général. Mais sur la fin, on voyait que ça devenait très dangereux, parce qu'on était quand même tout proche de l'Allemagne. On avait des bruits dans ce qui se passait de l'autre côté. On dit, bon, heureusement qu'on est de ce côté-ci. Et alors, petit à petit, on sentait qu'il y avait une ambiance plutôt hostile qui était en train de se mettre en place. C'est-à-dire que la France et l'Allemagne, on sentait qu'il y avait une grande hostilité, Le traité de Versailles et ses conséquences est le terreau qui fera naître un nouveau despote qui jouera les troubles fêtes dans ce petit hameau lorrain. Pendant toute cette période, c'est la période de construction des casemates. La France, elle avait acté sa défense, comment dirais-je, ou son système d'attaque envers les Allemands sur une guerre de position. C'est-à-dire, vous voulez rester, elle avait appris en 14-18 que les forts résistaient, et souvent étaient encore au-delà de l'armistice. Donc, qu'il fallait faire des forts, Bien que les quelques escarmouches des troupes françaises, en Ruhr, soulèvent une légère brise d'espoir, la ligne Maginot, rassurante pour les uns, une enclave pour les autres, n'a pas eu l'efficacité escomptée. Sommes-nous bien défendus? Ça, je l'ai encore en tête. Sommes-nous bien défendus? Et alors, on nous expliquait qu'avec ces casemates, on ne risquait rien. On ne risquait rien. Tandis que pendant ce temps, Hitler, les Allemands, ils construisaient des chars. On a déclaré la guerre, mais on ne les a jamais attaqués. On est resté sur l'opposition en disant, ils n'ont qu'à venir, on verra bien. On ne pensait pas encore à l'évacuation. Ça c'est vraiment venu vers les derniers jours. On dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on va quitter nos maisons et tout ce qu'on a derrière nous. Un déchirement pour les plus anciens, qui laissent le fruit de leur labeur de toute une vie derrière eux, la promesse et l'insouciance de partir à l'aventure pour les plus jeunes. Et alors là, ils annonçaient, vous allez être évacués. Et cet après-midi, on savait déjà, on était préparés quand même. Mais elle dit, cet après-midi, à telle heure, il y a le train. Là, notre petite gare, là, qui n'en est pas une, c'est un petit arrêt, on est tous montés avec les valises, 30 kilos, et on est allé sur le quai. Et là, c'était des wagons voyageurs. Et alors là, rendez-vous compte, à 5 heures, là où vous êtes là, les cloches sonnent, je ne sais pas qui a fait sonner les cloches. Et vous dites, vous allez partir vers l'inconnu, vous ne savez même pas où on allait. Et on laisse tout à la maison dans l'état où vous l'avez quitté. C'est-à-dire les bêtes, les vélos, vos chambres à coucher, vos vêtements, vous laissez tout en place. Vous laissez là, c'est même pas la peine de fermer à clé parce que sinon vous retrouverez la porte fracturée. Donc laissez la clé dessus et le chat qui se baladait. C'est quelque chose. Quelqu'un on peut se mettre un peu à la place. C'est épouvantable. 15 heures. L'ordre de quitter leur foyer est annoncé aux villageois. Tout abandonner, n'emmener que le strict nécessaire. Le départ est dans 2 heures. Partir vers l'inconnu, pour la plupart, et cela en toute hâte.
Le train part pour un périple de 3 jours. Le curé Lacour se rend en Haute-Marne. Le bon pasteur abandonne ses brebis. Dans le malheur, chacun reconnaît les siens. Embarqués dans des wagons à marchandises portant l'inscription « Hommes 40, chevaux 8 ». Pas de chevaux, des hommes, des femmes et des enfants sur de la paille casée comme ils le peuvent. Les jours et les nuits sont longues et pénibles dans ces wagons. Enfin, nous atteignons notre destination, en Charente. Notre première destination devait être, ça je me rappelle, mais je suis un des seuls qui en parle, ça devrait être Nanteuil, ça s'appelait Nanteuil. C'est une ville qui n'est pas loin de Sellefoin, qui était au nord, Sellefoin. Et puis finalement, en cours de route, on a appris, non, on ne va pas à Nanteuil, on va à Sellefoin et à Valence. Et puis, au petit bourg autour, ils ont des petites fermes, ou des lieux-dits. Hein. On va là. Et ça s'est avéré vrai. On a atterri à Saint-Cloud, ça s'appelle. Et on a attendu, et les bus sont venus, et on est monté dans les bus. On ne savait pas trop, est-ce qu'on va à Sellefoin, est-ce qu'on va à Valence. Les gens étaient là, bon, ben, ils allaient monter dans le bus. Que penser de ces nouveaux arrivants, baragouinant un dialecte plus proche de l'allemand que du français? Les habitants de ces contrées sont de modestes et paisibles paysans qui vivent des produits de la terre. Les gens étaient là, en descend, et alors là, ils récupéraient, bon, chacun savait, il pouvait récupérer tant de personnes. Alors, les gens qui disaient, bon, ben, je prends vous. Ah oui, mais ça, c'est ma cousine, bon, ben, avec, hein. Vous pouvez encore loger ça, oui, allez, hop. Et alors, le gars, il partait à pied. Les gens derrière, avec la valise, ils partaient à pied. Les conditions d'hébergement sont précaires. Les Rémelfingeois sont logés dans des mansardes, des greniers, des caves, des granges, des étables désaffectées. D'autres moins chanceux sont logés dans la salle des fêtes de Sellefoin, où la promiscuité va entraîner de nombreux palabres. Et puis en plus, il faut dire que les Lorrains, je parle des Rémelfingeois, il n'y en a pas beaucoup qui parlaient couramment le français. Il y en a qui ne parlaient pas du tout. Mes parents ne parlaient pas du tout, comprenaient un peu, hein, tout ce qui était important, ils le comprenaient, mais ne le parlaient pas. Moi, mes frères et moi-même, on parlait le français, mais on n'était pas habitués à le parler. Parce qu'à Rémelfin, on parlait le patois. Donc, ils ont bien vu que c'était des gens un peu, qui sentaient un peu l'étranger. Hein. Difficile de communiquer. Tout à apprendre pour s'apprivoiser. Des échanges d'abord furtifs, plus appuyés, vont lier les deux communautés que tout oppose, mais à la fois si fortement liées par les événements tragiques de la guerre. Des agriculteurs qui ont dit « je prends celui-là, donner un coup de main pour les récoltes. Hein. » Et alors, comme ça, ils ont essayé de voir, hein, je vais mettre celui-là, il peut me donner un truc pour rentrer mes betteraves, etc. Et c'est ce qui s'est produit par la suite. On avait une prime par personne, 10 francs par jour. Chaque personne évacuée avait droit à 10 francs, j'allais dire euros, 10 francs par jour à l'époque. Ça nous permet de survivre, quoi. Au début, ils ont été mélangés avec les enfants de Charentais. Et la maîtresse, à l'époque, n'oubliez pas qu'à l'époque, la discipline, ce n'est pas la même chose que maintenant. Donc, tu t'adaptes, hein, où tu pars. Hein. Et à l'époque, bon, les enfants étaient obligés de se tenir correctement à l'école et de suivre les cours, etc. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas entendu de grosses critiques concernant ce système d'intégration. Et parfois, il y a un gamin, je sais qu'un gamin de 7-8 ans qui dit à un autre, Bosch, par exemple, parce qu'il a entendu ça, peut-être dans la famille ou quelque chose, mais ça n'a pas pris d'autres dimensions. Bon, tout était commencé à s'arrêter parce qu'on savait que les Allemands allaient arriver. Et il y avait des gens qui venaient avec des voitures qui passaient. C'était une tristesse, alors vraiment, des familles entières
2 chevaux devant ou des vaches ou n'importe, et qui descendaient parce qu'ils avaient peur des Allemands qui arrivaient. Alors ils partaient mettaient le chariot et hop, ils mettaient tout dessus, et ils partaient avec les grands-pères, les grands-mères et tout qui étaient assis dedans. C'était une tristesse absolue. Et j'ouvre une petite parenthèse. Il y a un gars qui vient avec un vélo. Un gars, 25 ans, vélo. Et à l'époque, les Français, ils se méfiaient de la 5e colonne. Parlaient de la 5e colonne. C'est-à-dire ce qui n'allait pas en France, c'était la 5e colonne, quoi. On ne savait pas qui c'était, mais paraît-il, il y avait des gens qui espionnaient pour les Allemands. Donc il fallait se méfier. Et voilà-t-il ce gars-là qui arrive avec ce flux, vélo, short, vraiment sportif, quoi, le grand sportif. Hein. Et il y avait des Charentais qui étaient sur les routes pour contrôler un peu ce trafic. Des paysans, quoi. Là, l'autre avait même son fusil. Hein. Alors, il demande la carte d'identité et tout ça. Il était de Styra-Brodel. Ça, c'est déjà mauvais. Hein. Ça sonne pas bien. Puis quand il l'a vu, il avait un poignard, là, comme les scouts. À l'époque, les scouts portaient un poignard. Il avait un poignard. Mais ça n'était pas encore tout. Le poignard portait le truc Solingen. Alors qu'ici, tous les gens avaient des couteaux de Solingen. Solingen, c'est une fabrique de couteaux. Et tous les gens ici avaient acheté des couteaux, c'était marque Solingen. Alors là, il était louche, quoi. Il l'a récupéré, il est passé chez les gendarmes. Et le soir, quand il est ressorti, nous, on l'a vu, on l'a retrouvé, elle dit, alors, comment ça va, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, etc., etc. Il a dit, ils ont retenu le poignard. L'arrivée des Allemands, je peux vous en parler en Charente. On était donc, je vous dis, on était assis dans cette grande propriété, avec cette grande entrée, vous savez, dans la cour. Vous voyez, quelque chose de monumental, c'était même assez beau. Et on était assis dans la cour, et on savait que les Allemands étaient tout près, étaient très tout proches. Mais on regarde par cette porte, hein, on dit, ils doivent arriver l'un instant à l'autre. Et tout d'un coup, on regarde, ça garde qui descendait. On avait peur aussi, hein. On ne savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Alors il rentre, bon, on subit, on ne peut pas faire autre chose. Finalement, le soir, les Allemands s'étaient installés, ils s'installaient dans les villages, ils laissaient des troupes dans chaque village, quoi. Et alors, ils venaient nous voir. Et comme nous, on parlait l'allemand, on dit, ben notre chien, ils étaient débarbouillés, etc. Mais c'est des gens comme tout le monde, hein. On était tout étonnés. On dit, mais ils parlent bien, les trucs, c'était pas forcément des SS là, qui cassaient tout, ou qui faisaient mal aux enfants. C'était des types comme nous, hein, qui étaient là, et puis ce truc. Et donc, du coup, on a vu qu'il n'y avait pas de danger immédiat. Ils ne venaient pas pour nous égorger. Ils venaient pour nous occuper. Le retour au pays est effectivement annoncé pour le 3 octobre. Les préparatifs de départ débutent. La veille est le jour des adieux. De part et d'autre, on éprouve bien des satisfactions et des regrets. Des séparations douloureuses. Des relations d'amitié avaient pris naissance avec des habitants souvent chaleureux. Parce que finalement, on apprenait à se connaître. On dit, bon, il ne parle pas français comme moi, il parle avec un accent. Il parle un accent, mais il a un bon cœur et il est de bonne compagnie, quoi. Et finalement, comme je vous ai dit, le jour où il a fallu partir, il y a eu des larmes pour le départ. Le lendemain, l'embarquement à Champagne-Mouton a lieu à 19h. Avant même la signature de l'armistice, l'Allemagne met en place une administration civile en Alsace et en Moselle. Vous imaginez votre maison, là où vous habitez. Vous imaginez, vous rentrez, vous dites c'est pas possible. Vous avez les linges par terre, les draps par terre, les portes ouvertes des armoires, etc. Des casseroles, des trucs, etc. Ce qui s'était passé, c'est après notre départ. L'armée, bon,
se met à la place, on ne va pas les critiquer pour ça. Ils sont rentrés là-dedans comme si ça allait être démoli. Parce que de toute façon, ça va être démoli. Alors. Et il y avait les soldats qui couchaient là, et puis ses copains qui étaient à côté. Ils disent, ben, viens donc chez nous. Oui, mais j'ai pas de lit. Ah ben attends, c'est pas compliqué. On va chez le voisin, prends le lit, on le met là. Finalement, on dit, mais non, chien, ce meuble-là, il n'était pas là. Hein. Et puis, l'autre meuble, il est parti aussi. C'était vraiment quelque chose d'épouvantable. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous levez les pieds parce que vous marchez sur le linge, sur des trucs, sur des papiers. C'était la pagaille incroyable. Cette dernière est dirigée par le Gauleiter Joseph Burkel, qui dépend directement du Führer, et donne 10 ans à son vassal, pour germaniser ses territoires annexés. On débaptise les rues, on oblige les gens à changer de nom, plus germanique. L'identité mosellane doit disparaître, pour devenir une partie intégrante du Reich. Remmelfing, annexé au Troisième Reich, devient Ortsteil de Sarreguemünde. Le village entre dans le Gau Westmark, avec la Sarre et le Palatinat. Le conseil municipal est destitué. Le jardinier du village devient Horstbauerführer. Il est désigné par le Landrat comme représentant l'annexe de Remmelfing. Une Horstgruppe est installée. Les lois nazies sont appliquées, des fonctionnaires doivent signer une déclaration de fidélité. Les Allemands, après, on a commencé à sentir l'administration nouvelle, qui parlait plus français mais qui parlait allemand, ça, on a commencé à la sentir. Et alors, il y avait une organisation politique du village, c'est-à-dire qu'il y avait, au lieu du maire, il y avait un Ortsgruppenleiter, c'est lui qui dirigeait la commune. Dans les quartiers, il y avait des quartiers avec plusieurs rues. C'était un Zellenleiter. Et dans les rues, peut-être une rue ou deux rues, il y avait un Blockleiter. Ils avaient des uniformes. Tout le monde, des uniformes. Mais à Remmelfing, je n'ai jamais vu aucun qui l'avait mis. Personne ne l'a jamais mis. Ils avaient des uniformes, ils les ont reçus gratuitement, quoi. Mais ils les mettaient dans leur armoire et puis ils ne portaient pas l'uniforme. Enfin, si ce n'est que c'était des Allemands, etc. Et puis, mais autrement, c'était surtout l'organisation du village. On avait les cartes alimentaires, quoi. Tu avais droit à tant de pain. Hein? Tu n'allais pas à la baguette et tu avais 3 baguettes gratuites, non. Tu rentrais, tu te dis, vous avez droit à une demi-baguette hein, aujourd'hui. Je coupais la baguette en deux, c'est ça. Donc, il fallait donner le ticket. Hein. Vous aviez une carte, vous aviez marqué 250 grammes ou 100 grammes au truc. Vous donniez 100 grammes, vous avez 100 grammes de pain. Vous n'aviez pas 3 baguettes gratuites comme je vois maintenant, hein, que vous pouvez mettre dans le frigo. Et pour le reste aussi, pour la viande, tout, il y avait des tickets. Et tout ça, c'était organisé par cette organisation, Ortsgruppenleiter, celle-là, etc. Et comme ça, les gens sont habitués à vivre à l'allemande, quoi. Durant le premier semestre 1941, l'étau se resserre de plus en plus. Les jeunes Mosellans sont contraints à s'enrôler dans le Arbeitsdienst, le service du travail obligatoire. Antichambre, préparant plus tard l'enrôlement de force dans l'armée allemande, celui ou celle qui le refuse s'expose, ainsi que leur famille, à de fortes représailles. Il avait décidé que les garçons allaient être incorporés dans la Wehrmacht. Et là, c'est devenu grave. Les gens ont commencé à se poser des questions. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui ont dit, nous, on ne veut pas que mon fils soit dans l'armée, on va repartir pour la Charente. Et on a dit, vous n'irez pas en Charente, vous irez en Pologne. C'est-à-dire que là, on commençait à voir vraiment l'emprise, qu'on n'avait plus de liberté. Tu ne marches pas droit, on te prend et hop, tu es dans un 4-7, dans un camp de concentration, etc. Ça ne posait pas de problème. Il n'y avait pas d'avocat qui dit « Ah, je vais chercher mon avocat, etc. » Non. Toi, tu es contre le régime, hop, viens avec nous,
et hop, tu partais de Contrescarpe. Il y avait plus de liberté, quoi. Extrait du passage Rémeulfin, son site, son histoire, ses habitants, son château. Le 22 février 1943, les cloches de notre église sonnent une dernière fois. Elles seront démontées et fondues pour fabriquer des canons. Chères cloches qui avez accompagné toute la vie de nos habitants, du berceau à la tombe, vous avez sonné, résonné dans nos cœurs. Vous avez marqué tous les grands événements de la vie commune et individuelle. Vous avez appelé nos habitants aux cérémonies. Vous allez servir de canon à tuer les hommes. Jésus, peux-tu accepter cela ? Il y a tant de choses que tu ne devrais pas accepter. La prière des habitants de notre village a-t-elle été entendue ? Toujours est-il que la petite cloche est restée. Elle sonnera pour 3 le jour de la libération.